le cardinal de Fleury fait fermer le cimetière. Un beau matin, le guet à cheval et à pied encercle le cimetière. Il commençait à psalmodier à 5 heures du matin. Été comme hiver. Pluie, neige, vent. Il paraît à un moment donné, Barbier dit, on a de la boue par-dessus les chaussures et ils continuent leur singerie. Alors évidemment, le quartier, ceux qui veulent dormir, il n'y a pas moyen. Enfin bon, donc, je sais bien qu'on ne dort pas à 5 heures du matin. Mais enfin, je veux dire, c'est des bruits, c'est des hurlements, c'est du trouble à l'ordre public. Donc, Fleury fait venir plusieurs centaines d'archers de guet à pied et à cheval. Il fait fermer le cimetière et il interdit et il fait publier une déclaration de l'archevêque qui dit qu'il n'y a pas de miracle ici, que le culte du diacre au Paris c'est interdit, que c'est absolument contraire à la volonté de l'Église et que maintenant on arrête. Et alors ils ont mis le truc tellement haut pour pas que les gens l'arrachent, parce qu'ils étaient bien capables d'arracher même des déclarations comme ça, ils ont mis la déclaration tellement haut que les gens n'arrivaient même pas à lire. C'était quand même pas facile de faire valoir le droit à l'époque. Et le lendemain, bien au vu de tout le monde, il y avait marqué « Par ordre du roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu ». Alors, ça fait rigoler, mais moi j'aurais pas aimé être ni le roi, ni l'archevêque à ce moment-là. Ça veut dire que ces gens-là, dont on voit qu'ils n'ont absolument aucun scrupule, roulent dans la farine l'autorité publique. Ça veut dire Dieu faisait des miracles et le roi prétend les arrêter. Quel miracle! Alors je vais vous expliquer comment ils faisaient leurs miracles. Il y a énormément de témoignages là-dessus. Ils se sont vite rendus compte, alors quand c'était plus dans le cimetière, après ça s'est fait dans des domiciles privés, et ça a continué jusqu'à la Révolution, ils déclenchaient des convulsions à des gens qui n'en avaient pas. Et les gens qui n'avaient pas de convulsions, pour leur déclencher, ils leur donnaient des gifles. Et après des coups de bâton, après des coups de bûche, après des coups de sabre. Les séances de convulsions ont tourné à des séances de sadomasochisme ahurissant. C'est illisible. Moi, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas de goût pour le truc, j'aime autant vous dire que j'ai vite l'estomac qui est monté aux lèvres. C'est insupportable. C'était des scènes de sadomasochisme. Et les gens venaient regarder ça. Les fameux magistrats venaient regarder ça. On a exactement on sait qui venait regarder ça. On sait, il y avait des rapports de police. C'était des gens de la cour, un peu, des gens du Parlement, un peu, et des gens du quartier, des commerçants, des artisans. Et les victimes de ces horreurs, enfin les victimes, elles étaient tout à fait consentantes. Hein, les femmes qui prenaient des convulsions, il y en a, elles venaient convulsionner une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Bon, on finissait par se déshabiller. Attendez, c'est d'une sexualité sordide. C'est infernal, quoi. C'était du snuff movie avant l'heure, quoi. Il y en a qui en sont mortes des mauvais traitements qu'elles ont subis. C'était absolument atroce. C'était insoutenable. Et ces gens prétendaient régenter l'Église et le royaume. C'est clair. Et ils l'ont prétendu jusqu'au bout. Et quand on leur a dit que tout ça c'était des singeries, ils ont dit que c'était parce qu'on n'y connaissait rien, etc., etc. Ces gens-là ont été l'opposition arc-boutée dans sa conviction de faire le bien, l'opposition à l'Église, au trône et à l'autel jusqu'à la Révolution. Clairement. Clairement. Là, c'est le jansénisme dans le premier tiers du règne de Louis XV. Et ça ne va aller qu'en empirant. Ils refusent la bulle qui dit que tous les hommes sont égaux devant la grâce et devant Dieu. Ils refusent cette bulle. Eux savent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils vont poursuivre pendant tout le siècle des ecclésiastiques dans leur temporel, ils vont condamner aux galères des curés qui ne leur auront pas obéi, etc. Ils vont semer la terreur sur le ressort de Paris. Et ailleurs. Et ailleurs. Ça commence à Paris, après Amiens, après... Bon. Ils vont refuser que les affaires religieuses soient l'affaire de la seule Église. Ils veulent que les affaires religieuses soient entre les mains des juges. Ce sont eux qui ont rédigé la constitution civile du clergé, qui, dès les débuts de la Révolution, va soumettre l'Église à l'État. C'est eux qui l'ont théorisé. C'est-à-dire qu'avant eux, l'Église est indépendante de l'État. C'est logique, elle perçoit la dîme. Donc elle ne passe pas par les caisses de l'État. À partir de la constitution civile du clergé, c'est l'État qui paye les prêtres. Soumission.
C'est celui qui paye, qui commande. Et c'est eux, les jansénistes, qui ont théorisé ça et qui ont fait que la victoire des jansénistes, c'est la constitution civile du clergé. Donc ils veulent l'ingérence du temporel dans le spirituel, ce qui ne se faisait pas avant. Donc elle est où la tyrannie là? Qui tyrannise qui là? Qui tyrannise qui? Plus personne ne pouvait s'opposer à l'ouverture, comme sur une autoroute jusqu'à la Révolution, du libéralisme économique qui a fait sauter toutes les barrières de protection des petites gens et qui a amené au capitalisme sauvage dans lequel on vit encore. C'est à ce moment-là que ça s'est décidé. Et ça s'est décidé comment? Ça s'est décidé à partir de 1760, enfin ça s'est pas décidé à partir de 1763, c'est devenu opérationnel à partir de ce moment-là. Le roi est tellement endetté, tellement aux abois sur le plan financier qu'il accepte les sirènes de gens qui disent on va enrichir tout le monde en permettant que le commerce des grains et du pain soit libéralisé et qu'on arrête d'imposer un prix bas. Et le prix bas était imposé pour que les plus pauvres puissent manger. C'était à ça que servait le roi. Le roi était le père nourricier de la nation. À partir de 1763, commence la première expérience libérale où on dit le pain est une marchandise comme les autres et tout le monde a le droit d'acheter et de vendre du pain, monter en flèche des prix des subsistances. C'est passé parce qu'il n'y avait plus les jésuites pour dire au roi majesté halte là, casse-cou, et la révolution, c'est l'aboutissement de ce processus et l'application dès 89 du libéralisme économique comme dogme. Et la révolution, c'est ça. Et en même temps, on prend les biens du clergé, enfin là, on revient à ce que nous disait Johan tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que la façon... Je vous ai expliqué comment au XVIIIe siècle, c'est manigancer, et par quel biais, par quel processus, c'est manigancer la chute de l'autorité de l'Église et de l'autorité du roi. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je pourrais vous en dire encore plein, parce que ça fait quand même des années que je suis là-dedans. J'ai essayé de faire un petit peu ramasser. C'est dommage, hein, ils sont pas ici. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Marche Rouge, où je montre comment la secte en question, parlementaire, tenait d'une main de maître un réservoir sans fin d'enfants pauvres et perdus qui disparaissaient. On se demande pour où. Voilà, celui-là. Oh, venez, soyez gentils que je le montre. Soyez gentils. Je suis désolée, hein, j'aurais bien voulu vous signer des livres, mais enfin, on les trouve, hein, on les trouve. Je l'ai amené pour vous le signer. Oui, ben je vais vous le signer, je vais vous le dédicacer. Voilà, c'est ça la Marche Rouge. Alors, la Marche Rouge, j'en profite pour vous parler de ce livre. La Marche Rouge, c'est en 1750. Il y a eu une révolte de parents. Il y a eu vraiment une chasse aux flics, une chasse à l'homme à travers les rues de Paris parce que des policiers enlevaient des enfants. Pendant longtemps, il y a une théorie officielle qui a dit les Parisiens croient qu'on enlève leurs enfants. Vous savez, le peuple, c'est des cons, tout le monde sait ça. Hein. Il y a les gens bien, il y a le peuple. Et le peuple croit qu'on enlève ses enfants. Donc le peuple est tellement bête qu'il fait de la chasse aux flics, etc., etc. Bon, il y a quand même des historiens un peu plus respectueux du peuple qui y sont allés voir et qui ont vu qu'on enlevait effectivement des enfants à Paris. J'ai enquêté là-dessus. Alors j'ai commencé par lire un certain nombre d'auteurs. Il y a Arlette Farge, qui est l'historienne Arlette Farge, qui avait travaillé dessus. Vous avez plusieurs personnes, Christian Romont, le commandant Herlot. Il y avait déjà quelques livres à lire pour comprendre ce que c'était que ces enlèvements d'enfants. Mais moi, quand j'ai voulu enquêter là-dessus, je suis allé plus loin et j'ai cherché à savoir s'ils étaient mis à l'hôpital général. Et c'est là que j'ai commencé à étudier ce qu'était l'hôpital général et que j'ai vu que les enfants étaient effectivement enlevés et mis à l'hôpital général, que l'hôpital était tenu par les magistrats jansénistes qui tenaient d'une main de maître une institution dans laquelle plusieurs milliers d'enfants disparaissaient par an. Après avoir été violés. Je suis pas allé voir. Et vous avez des milliers d'enfants qui disparaissaient pour aller nulle part. C'était tenu par les magistrats du Parlement de Paris. En 1749, le roi a demandé à Christophe de Beaumont, qu'il venait de nommer archevêque de Paris, d'aller mettre de l'ordre à l'hôpital. Non pas pour des questions de disparition, parce que j'ai pas connaissance que quelques disparitions que ce soit aient été signalées à l'époque. Moi, je l'ai trouvé dans les registres, mais il n'y avait pas de signalement, il n'y en a pas eu à ma connaissance, mais parce qu'il y avait de la prévarication, des détournements de fonds, des violences, des tortures. C'était une gestion absolument épouvantable. Le roi a demandé à l'archevêque de Paris de siéger au conseil d'administration de l'hôpital général, qui s'est mis en grève générale. Pas l'hôpital s'est mis en grève générale, le Parlement. Toute la justice de France a été arrêtée parce que le roi a demandé à l'Église d'aller jeter un œil dans l'institution qui s'occupait d'enfants. Je vous laisse deviner la suite. Oui. Ce que je sais, c'est que la déchristianisation des campagnes est beaucoup passée par les campagnes jansénistes. C'est-à-dire que dans un coin comme le mien, par exemple, en Bourgogne, où il y avait beaucoup de jansénistes,
Ils avaient une philosophie de la vie qui était tellement rigoureuse, qui était tellement masochiste, qui était tellement toujours se priver du bien, se priver du bon, du moment que ça faisait plaisir, c'est que c'était péché et tout, que les gens ils disaient, bon, la barbe, du coup ils allaient plus à la messe. Ils étaient tellement rigoureux qu'ils ont réussi à éloigner les chrétiens d'une pratique qui leur était agréable avant, quoi. Au XVIIe moment de la montée du jansénisme, à l'époque de Louis XIV, quand un évêque était janséniste sur un diocèse, il interdisait les balles, les rigolades, les malades. Empêcher les gens de s'amuser, c'est quand même un peu une drôle de religion. C'est eux, ils ont imprimé du catholicisme une vision lugubre. Ils ont fait de Dieu un père fouettard. Alors que pour les jésuites, Dieu était un père aimant. Eux, ils en ont fait un père fouettard. Et pour faire fuir les gens, ça c'est radical. C'était bien pour démolir le christianisme. Bah, moi je le pense. Moi je le pense. Il y a les élitistes avec Dieu, c'est les jansénistes, et les élitistes sans Dieu, ce sont les Lumières. Mais le principe, ça consiste à dire, le peuple, c'est rien, c'est des abrutis, il faut les diriger, il faut les gouverner, il faut les... Et moi je n'ai pas du tout du peuple, et tout particulièrement du peuple d'Ancien Régime, l'idée qu'on avait affaire à des abrutis. J'ai vraiment le sentiment contraire. Tout ce que j'ai étudié de la façon dont ça se passait dans les villages et auprès du peuple, c'était des gens qui étaient au contraire extrêmement vifs, extrêmement imbus de leurs droits, de leurs bons droits, de leurs prérogatives, de nos aïeux étaient rien moins que des abrutis, hein, rien moins que des abrutis. Moi j'aurais bien vécu sous l'Ancien Régime, avant. Alors du coup, par les pseudo-miracles de Platon... Mais c'était des corridas, c'était des mensonges. Vous avez toujours des abrutis, vous avez toujours une petite minorité d'abrutis. Mais il suffisait de faire des rapports dithyrambiques en disant, vous savez comment ils faisaient les nouvelles ecclésiastiques? Ils disaient le peuple de Paris murmure. Alors après les historiens ils arrivaient à dire le peuple de Paris murmure. Mais moi aussi je peux vous dire le peuple de Paris murmure. On invente et après on fait des vérités à partir de mensonges. Ce qu'il y a, il faut savoir quand même, parce que les magistrats ont eu, quand le libéralisme est arrivé au pouvoir, il y a des magistrats, alors je suis pas sûr que ce soit des jansénistes, mais qui se sont opposés à la libéralisation du prix du grain. Et là, le Parlement a joué un rôle différent, véritablement, de défense du peuple. Alors que l'intérêt de beaucoup de magistrats, c'était le libéralisme, puisqu'eux-mêmes, ils avaient des terres et qu'ils pouvaient vendre du grain. Les jansénistes étaient manipulés, je sais pas, je vois pas ce qu'il pouvait y avoir au-dessus d'eux. Ils étaient vraiment une organisation en tant qu'eux-mêmes, ils étaient immensément puissants. Qui est-ce qui aurait pu les manipuler? Si, ce qui a fait que tout ce système-là a finalement abouti, c'est que eux, ils avaient l'aspect pouvoir, obsessionnel du pouvoir, de pouvoir diriger, de pouvoir corriger le pape et corriger le roi. Et en face, les Lumières, ils avaient la banque, hein, ils avaient l'argent. Il y a eu l'alliance, la Révolution française, ça a été l'alliance de la grosse galette avec ces gens-là. Non, j'ai dit les Lumières avaient la banque derrière eux, les Lumières. Mais les jansénistes, ils avaient leur argent, Mais à cette époque-là, qui c'est la banque, qui c'est l'argent? L'argent monte ce que j'en ai compris, les munitionnaires aux armées, ce sont des gens qui fournissent les 4 frères Paris, c'était encore à l'époque de Louis XIV, sont devenus munitionnaires aux armées. D'ailleurs, Voltaire faisait partie de leur bande, il était également munitionnaire aux armées. Ce sont les gens qui pouvaient faire des avances pour pouvoir fournir aux armées en campagne, et des guerres, il y en a eu tout le temps, hein. Du fourrage pour les bêtes, de l'habillage pour les soldats, la nourriture, ils suivaient les armées en campagne. Une armée ne peut pas avancer, une armée elle avance pas avec sa nourriture, il faut qu'elle la trouve sur place. Munitionnaires aux armées, c'est la grosse galette. Et les munitionnaires aux armées, les frères Paris, sont devenus d'emblée même au début de la Régence, des gens très très riches qui ont prêté à l'État et qui ont participé à l'endettement dramatique de la couronne, dramatique. Et les frères Paris sont devenus ministres, hein, quasiment, hein, Paris Montmartel, Paris Duvernay, etc. C'est eux qui ont mis la Pompadour dans le lit du roi. C'est eux, et elle est devenue quasiment, c'est elle qui a renversé les alliances, elle gouvernait. Derrière la Pompadour, il y avait les frères Paris, Paris c'était la banque, et tout ce monde-là finançait les Lumières et l'encyclopédie. Et Voltaire et tout ça, ça faisait partie de cette bande-là. C'est-à-dire que, on peut presque dire l'anti-France, parce que, enfin bon, en tout cas, l'anticatholicisme, c'est ces gens-là. Il y avait des mensonges qui étaient proférés, et vous avez toujours des petites gens qui sont susceptibles d'être naïfs, et on fait de ces petites gens le peuple.